Je me suis dit, j'ai pas toutes les bonnes cartes de mon côté. Hein. Je coche pas toutes les bonnes cases. Okay. Femme maghrébine, mais j'ai pas voulu réfléchir dans ce sens. Parce qu'il faut que je travaille plus. Il faut que je travaille plus que les autres. Les gens n'ont que le pouvoir qu'on veut bien leur donner. J'avais envoyé 300 CV pour un stage. La personne que vous venez de voir avait un parcours intéressant. Après avoir fait ses études au Maroc et en Tunisie, elle a réussi à obtenir un poste au sein d'une entreprise pharmaceutique multinationale en France. Voici son histoire. Alors c'est parti, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast Passeport Talent, le podcast de ceux qui sont venus de loin et qui font les choses super bien, le podcast des talents immigrés qui brillent en France ou ailleurs d'ailleurs. Donc je suis Yacine Benhamar, producteur et animateur de ce podcast, et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Mounia. Mounia, bienvenue. Merci de m'inviter. Comment tu vas ? Je suis ravie de partager mon parcours qui j'espère aidera et accompagnera d'autres personnes pour briller et ouvrira la porte à d'autres invités. Ça, j'en suis certain. C'est ta première fois dans un studio ? Oui. C'est ma deuxième fois, donc je ne vais pas faire l'expert non plus. On est bien ? Oui, on est très très bien. Très bien. Donc, ce que je te propose, Mounia, donc, c'est de, comme tu viens de dire, c'est de creuser un peu dans ton parcours, savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant, comment tu as pu atteindre ce poste-là, cette place-là, et comment tu as pu tracer ce chemin. Et donc pour ça, on va aller voir un peu dans ton enfance ou dans ton milieu d'origine, et puis ta formation surtout qui va jouer un rôle très important aussi pour essayer d'aider les gens qui se retrouvent dans ton profil ou qui se retrouveront dans ton profil. Et puis à la fin, on va essayer aussi d'aborder les rouages de ton secteur qui est le secteur de l'industrie pharma, pour aussi, encore une fois, clarifier, démystifier ce secteur-là pour certains auditeurs qui s'y intéressent. Donc, pour démarrer, je te demanderai de te présenter. Donc, je m'appelle Mounia Yadini, je suis née au Maroc, j'ai fait toutes mes études au Maroc jusqu'au bac. Puis j'ai eu la chance d'aller faire mes études de pharmacie en Tunisie, où j'ai eu mon diplôme au bout de 6 ans, puisque j'ai refait ma première année, on en parlera aussi, du premier échec. Et ensuite, j'ai passé le concours d'internat pour la biologie médicale en France. Donc, je suis arrivée en France en tant que faisant fonction d'interne et j'ai travaillé à l'hôpital pendant 5-6 ans. Et du fait d'avoir un diplôme étranger, donc c'est une problématique, un diplôme hors communauté européenne, un diplôme médical hors communauté européenne, donc on connaît la problématique que ça représente en France. Mais ce n'est pas non plus un obstacle, ça a été une opportunité qui m'a permis ensuite, comme je ne pouvais pas continuer à l'hôpital, j'ai rejoint l'industrie pharmaceutique, l'industrie du diagnostic in vitro, puis l'industrie pharmaceutique. Et donc tu occupes un poste aujourd'hui qui est le directeur scientifique publication et communication en oncologie dans une petite boîte qui n'est pas connue du tout, qui est Pierre Fabre. C'est le laboratoire Pierre Fabre. Donc je suis au global, donc je m'occupe des publications à l'international, donc tout ce qui est activité au global, en oncologie, avec des projets qui vont de manuscrits, de résultats d'études scientifiques, à des abstracts, des posters pour les congrès. Et mon rôle est d'accompagner les équipes en interne, de réfléchir à la stratégie, de délivrer ces solutions, et ensuite de faire le suivi et de trouver toujours des techniques innovantes, d'innover dans la délivrance de ces résultats cliniques aux patients, et aux médecins surtout, surtout pas aux et qui sont surtout finalement bénéfiques pour les patients. Qui sont bénéfiques pour les patients. Ok, très bien. Bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais on va peut-être recreuser d'où tout ça a commencé. Donc tu m'as dit tout à l'heure que tu as commencé ta première année au Maroc et puis tu as voyagé en Tunisie. Déjà, tu viens d'où au Maroc ? C'est quelle ville ? Alors, mes parents habitent Casablanca, donc la grande ville, la grande Casa. Très touristique. C'est plutôt une ville qui est assez cosmopolite, très dynamique. Donc, j'ai fait mon primaire dans une école privée avec
française, enfin qui avait des bases plutôt qui étaient gérées par des Français. Et ensuite, collège et lycée, j'ai fait dans le public, enseignement marocain, public. Ouais, c'est marrant, le primaire, vous le faites au privé. Nous, Enfin, c'est souvent l'inverse en Tunisie. Ça a été un choix de mes parents Ok. qui voulaient que la base soit, je ne dis pas que l'enseignement public marocain, mais qui souhaitaient qu'on ait une base différente. En plus, c'était parce que là où on habitait, l'école la plus proche était celle-ci. C'était celle privée. Et aussi pour qu'on maîtrise... ils tenaient absolument à ce qu'on maîtrise des langues étrangères, donc le français, et on avait l'anglais en plus. Donc tu parlais anglais et français dès ton jeune âge. Plus l'arabe. Et l'arabe. Et le berbère? Le berbère, non, malheureusement, okay. pas encore. Okay. Mais je m'y mettrai un jour quand j'aurai le temps. Ok. Et donc après, collège, lycée, tu reprends le public. Et c'est quoi le passage? Ça fait quoi de faire cette démarche inverse? Tu te retrouves pas un peu dans un décalage? Tu viens du privé, qui pour nous, en fait, c'est plus un écosystème élitiste dans le Maghreb, d'aller dans le privé. C'est pas pareil en France, mais comment tu as vécu ce changement du privé au public? Alors, j'avoue que j'ai pas un souvenir d'un choc quelconque. En plus, au contraire, ça m'a permis de découvrir, de rencontrer. Enfin bon, voilà, c'est l'âge où on se fait des amis. Et puis, tant qu'on bosse, c'est surtout cette notion de travail, de mérite que mes parents, surtout, sur lesquels ils ont insisté. Je me rappelle encore, ma mère, je dis j'ai eu 20 sur 20 en maths. Elle me dit mais pourquoi tu n'as pas eu plus? Donc, c'était vraiment Encore plus, toujours plus. Voilà, quand vous faites quelque chose, c'était cet enseignement. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Quand tu fais quelque chose, tu vas jusqu'au bout et tu t'accroches. Mais du coup, t'es bien, tu as eu la chance d'avoir des parents comme ça. C'est fait du fait qu'ils étaient, ils étaient eux-mêmes avec un niveau d'études important. Alors, mon père est ingénieur agronome, spécialiste en machinisme agricole. Donc, il a fait ses études en France, en 68. Ma mère a fait avait fait une partie de ses études en France, puis elle est rentrée au Maroc. Et après, elle s'est mariée avec mon père. Et ok, très bien. Et c'est une férue de la lecture et de la culture française. Celle qui nous a inculqué cet amour de la langue française, de l'art, de la curiosité aussi. Et tout à l'heure, en off, tu m'avais dit que tu étais, dès le départ, tu voulais faire le chemin que tu as fait. Tu étais déjà sûr de vouloir faire de la recherche en médecine, en pharma. Enfin, c'est venu quand, en fait? Est-ce que du fait que tu avais des bonnes notes au lycée, comment c'est arrivé, ça? Alors, c'est un ensemble de choses. Donc, j'étais ça me parlait. Tout ce qui est maths, physique était évident pour moi, même si... Alors, je dirais pas que c'était inné. J'ai le souvenir de dimanche, de journées entières à faire des exercices de maths et des exercices de physique toute la journée avec mon père et mon oncle. Ouais. Donc, mes week-ends n'étaient pas non plus de tout repos, déjà au collège. Et ensuite, il y avait il y a une très bonne amie de ma mère qui est pharmacienne et je trouvais que c'était extraordinaire. Ton job de rêve. C'était le job de rêve. Ouais. C'est une femme indépendante, c'est une femme qui est d'une gentillesse et d'une bonté extrême. Et ça m'a inspirée. Ça t'a marqué, Ça m'a marqué. Et donc tu t'es dit, je veux devenir elle et c'est parti. Et donc tu avais des bonnes notes, enfin tu étais bon élève ou tu étais plutôt moyen? J'étais très bon élève. Très bon élève. Je ne voudrais pas frimer, mais j'étais... Toujours 20 ou plus. Oui, voilà. J'étais la première de la classe et quand j'ai eu mon bac, j'étais la première à Casablanca, en arrondissement, j'étais la première de l'arrondissement à Casablanca. Incroyable, ok. Et donc après, première année de pharma, parce que c'était déjà voulu, donc c'était clair. Donc on a rempli le dossier pour la France. On a rempli le dossier pour la Tunisie, parce que il y avait des échanges, c'est quelque chose qui existe encore, c'est des échanges entre le Maroc et la Tunisie au niveau de l'enseignement supérieur. Donc il y avait des Tunisiens qui venaient au Maroc pour faire des études plutôt architecture, et les Marocains avaient l'opportunité d'aller en Tunisie pour faire les études, donc beaucoup médecine, pharma, oui, c'était surtout médecine, pharma, médecine dentaire. Donc j'avais rempli ce dossier. Mon dossier a été refusé. Pour la France. Pour la France. Mais et pour la Tunisie, c'était accepté. Donc première fois, j'avais 17 ans, donc devoir quitter mes parents, le Maroc, me retrouver en Tunisie toute seule, à Monastir. J'étais en colocation avec une autre Marocaine. Une autre Marocaine.
Mais ça a été, je ne dirais pas que c'est le choc de culture, mais ça a été. Ça va, enfin, il y a un Non, accent point de qui, vue. qui est un peu différent, mais Oui, mais ça va. Mais c'était plus se retrouver à gérer un budget, à gérer un loyer, Ouais. à se gérer, puisque Ouais. j'étais. Voilà, j'étais tu as quel âge, 19 ans, 20 ans 18 ans, 17 ans. 17 Oh, ans. 17 ans J'avais même, 17 ok. ans. Et découvrir aussi une autre façon de travailler, puisque le travail au lycée n'a rien à voir avec ce qui était attendu à la fac. À la fac. J'avais pas tous les codes. Mm. Et c'est là où... Alors, c'est une faculté de pharmacie. Faire pharmacie en Tunisie, c'est très élitiste et très dur. C'est-à-dire qu'il fallait avoir la moyenne plus de 10 et même plus de 12 dans chaque matière. Mm. Ce qui faisait qu'on pouvait se retrouver à avoir des épreuves de rattrapage. Et puis la première année, c'est... Ouais, c'est toujours dur parce que, même moi, pour moi, c'était très compliqué. En plus, moi, j'ai changé de pays, carrément. Donc, lycée en Tunisie, en fin fond de la Tunisie, dans le sud. Et puis, je me retrouve à Paris, Saclay-Orsay, dans un amphi. J'ai jamais vu plus de 12 personnes dans une seule classe. Et là, je me retrouve avec 300 personnes. Ouais, et donc, par contre, je ne savais pas le fait que la Tunisie, au Maghreb, c'était considéré comme élitiste pour tout ce qui est pharma. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fac de pharma au Maroc Si, il y en avait. Mais c'était pas le même système. C'est-à-dire qu'il fallait... je pense que depuis, ça a changé. Mais il fallait faire biologie et puis on rejoignait la branche pharmacie après, enfin comme un peu ce qui se fait dans certains pays. Alors que là, l'avantage de Monastir, de la faculté de pharmacie de Monastir, c'était qu'on rentrait dès la première très année. Spécifique. Ok. Et c'est toujours le cas? Parce que je sais que la fac de Monastir est toujours, mais je ne sais pas, par contre, si on reçoit toujours des Marocains. Ah oui. Ok. Oui. Ok, très on bien. était une communauté quand même à l'époque d'environ 2000 Marocains à Monastir. Donc 2000, ok. 2000 Marocains, donc ce qui était une belle communauté. Il y avait aussi des Algériens, donc on représentait le Maghreb. Hein. Ouais. C'était très bien. Franchement, c'est cool, ok. Et donc, tu as pris l'accent tunisien? Ça t'a changé? Oui. Ok. Comment on dit Monastir en arabe? Je vais voir si tu... Mestir. Voilà, là je sais que tu es une vraie. Le Mestir, mais le Monastir. Ouais, le Mestir. J'ai jamais compris pourquoi. C'est une abréviation. C'est une abréviation. Il n'y a que les initiés qui savent pourquoi. Il faut y habiter. Mais par contre, c'est une belle ville, Monastir. J'ai jamais été, moi. Très belle ville. Et pour des étudiants, je trouvais... En fait, c'est une ville à taille humaine. Donc tout le monde, au bout d'un moment, on connaissait le commerçant, on se sentait en sécurité. Je pensais aussi, ça rassurait mes parents, puisque j'étais la première à quitter le nid, de savoir que j'étais dans un environnement qui était safe. Ils sont venus? Ils venaient souvent, et moi je rentrais aussi. Hein, donc Ah oui, ils sont venus m'installer, s'assurer que tout était bien. Et malgré, comme je n'avais pas tous les codes de comment travailler, de comment m'organiser, hein, tout simplement, puisque quand j'étais chez mes parents, j'avais juste à étudier, à lire. Ouais. Alors qu'en Tunisie, je devais gérer... On ne nous forme pas sur ça. On ne forme pas à ça. On me gave aux maths et à la science, mais... Un méthodo de travail, même tout simplement, gérer un budget, j'avais ma bourse, je recevais l'argent. Ouais, mais on ne savait pas comment y faire. Ouais. Bon, mon père avait été très pragmatique en disant, tu payes ton loyer, tu payes l'électricité, l'eau, et puis après, tu fais le reste. Ma mère avait été un peu plus. Tant que tu as toujours des œufs au frigidaire... C'est bon. C'est bon. On n'est pas inquiet. Pas de et donc... ma première année, j'ai eu 1 ou 2 notes en dessous de la moyenne, donc j'ai refait ma première année pharmacie. J'avoue que je suis rentrée au Maroc, j'étais un peu catastrophée. Je me suis dit, je ne retourne pas. C'était mon premier échec. Hein. Première fois passée de première au bac, comme quoi ça... Toujours première. Toujours première. Et d'un coup, et d'un seul échec. coup, ce premier échec. Et mon père dit, mais tu as perdu une bataille, pas la guerre. Donc maintenant, tu as le choix. Ou tu lâches. Bon. C'est ton choix, ou tu t'y remets, et ça ira. T'es reparti. Et je suis repartie. Pour tout vous dire, j'avais même pas... Quand j'ai appris que je refaisais mon année, je suis rentrée au Maroc, j'avais même pas renouvelé mon inscription. Donc je suis rentrée... C'était la cata, quoi. Tu voulais rien entendre. Je voulais rien entendre. Ouais.
Donc voilà, en catastrophe, on Ouais. va renouveler l'inscription pour l'année suivante. Et puis j'y suis retournée. Et à partir de cette année-là, de ma deuxième première année, je n'ai jamais refait une année Ok. jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui a été je sais pas, un moteur de cette motivation? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Pourquoi tu repars et pourquoi tu reprends plus cet échec? Tu auras repensé à cette personne qui t'a inspiré au début ou c'est plus C'est t'as plus appris? mon père. Ok, Enfin, je veux dire, c'est plus. ça t'a marqué. Ça m'a marqué parce que je me suis dit, on a toujours eu cette éducation d'aller jusqu'au bout, on lâche rien. Si c'est ce qu'on veut et qu'on est convaincu de ce qu'on veut, on lâche pas. Ok. Et puis je pense qu'il y a un constat que quelqu'un m'a dit dernièrement. Il m'a dit quand on n'est pas chez nous, on est toujours plus prêt à travailler plus que les autres. Enfin, on a cette pression de marche ou crève, quoi. T'es là, t'as pas le choix, t'es pas chez toi, t'es pas dans ta zone de confort, donc tu vas y arriver. Est-ce que c'est Alors, ça je me aussi? suis jamais sentie pas chez moi en Tunisie. On en Ok. parlera après Ça en j'aime bien. France, mais je ne me suis jamais sentie pas chez moi en Tunisie. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de ce peuple de Tunisie? T'as voyagé un peu? Oui, j'ai fait tout le tour. Je trouve que c'est un peuple qui bon, je vais faire dans les clichés, mais très souriant et tout. Et puis cette ouverture, et puis cette culture, cette histoire qui faisait que, par rapport au... J'adore le Maroc, c'est mon pays. Maroc, c'est très divers, très... voilà, le nord, c'est pas le sud, c'est plusieurs... C'est un grand pays. La Tunisie, on a cette unité. Les gens sont plus proches, même s'il y a toujours cette sensibilité nord-sud, mais on est un peuple qui est beaucoup plus soudé. Enfin, on est moins nombreux aussi. Oui, vous êtes moins nombreux. Et puis, il y avait ce côté droit des femmes. Les femmes beaucoup plus libérées. Ce côté niveau d'études. Voilà, beaucoup de gens avaient des niveaux d'études très poussés. Et, bon, un sujet qui fasse... Le couscous c'est le Maghrebi. Ça dépend. Ça dépend par qui c'est fait. Si c'est la maman, c'est marocain. C'est la maman, forcément. C'est le meilleur, celui de ma mère. Mais c'est un vrai débat. Hein. Non, je trouve que c'est ça qui est génial. Je trouve que ça m'a permis c'est pareil, quand je suis allée en Tunisie, j'avais le choix où je restais avec la communauté marocaine, on restait entre nous, ou c'était l'occasion pour moi de découvrir et d'appliquer ce que mes parents m'ont toujours inculqué, c'est-à-dire l'ouverture sur l'autre, et de découvrir un autre univers. Donc j'ai fait le choix en me disant, bon, des amis marocains, j'en ai connu, je connais la culture marocaine, j'ai une famille marocaine, c'est bon. Ouais. Donc j'ai fait le choix d'aller en Tunisie et de rencontrer les Tunisiens. Tu gardes toujours des amis en Tunisie jusqu'à aujourd'hui? Bon, avec l'âge, on en perd quelques-uns, mais voilà, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps. J'ai pas retrouvé des gens, mais je retrouve cette douceur de vivre. Les endroits là où tu as étudié. Les endroits qui n'ont pas bougé. Ouais, c'est quand même, en fait, l'endroit où on fait nos études supérieures, c'est quand même ça nous marque beaucoup dans notre vie. Enfin, je parle pour moi, là où j'ai fait mes études de fac, les amis que j'ai rencontrés à ce moment-là, aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis. Et à chaque fois que j'y repars, même si c'est pas très loin, c'est un sentiment spécial. Et toi, du coup, c'est Monastir. Est-ce que tu es déjà allé à Djerba? Oui. Alors, Djerba ou Monastir, attention. On coupe l'enregistrement tout de suite. Djerba, j'y suis allée en touriste, donc je pense que c'est pas les mêmes souvenirs. Mais c'est très joli. C'est beau, ouais. Tu as déjà été dans un petit village qui fait de la poterie ou c'est plus, t'es comme Thierry, Club Med 100% à l'hôtel? Non. Je suis allée, j'ai visité le Ghariba. Ghariba, ouais. Donc on a... après, moi, je viens d'un petit village un peu plus bas qui s'appelle Galala. Oui. Ok, et donc 5-6 ans? 6 ans, avec... Et mon stage de fin... Donc, quand il fallait choisir les options, j'ai choisi l'option biologie médicale. Parce que du coup, j'ai commencé à affiner mon choix en me disant, bon, alors l'officine,
Si je veux, je peux rentrer au Maroc, j'ai mon officine. Bon, c'est toujours, même maintenant, je peux me dire, je vais rentrer au Maroc, je peux ouvrir une officine. Juste pour ceux qui ne savent pas, l'officine, c'est la pharmacie là où de on ville. vend, La pharmacie on vend les ville médicaments. où on vend les médicaments. Mais dans la pharma, on n'y va pas que pour faire ça. Il y a l'industrie, il y a la recherche. Il y a le choix pour industrie où il y a biologie médicale. Donc généralement, ça oriente vers ou travailler à l'hôpital dans les laboratoires d'analyse. Ou dans le privé aussi, avoir son laboratoire d'analyse ou faire de la recherche. Et industrie, donc c'est option industrie avec travailler dans la production de médicaments ou d'autres spécialités. Ok, donc tu prends la branche recherche biomédicale. Biologie. Je fais mon internat à Sousse, pas très loin. En immunologie. Donc, je suis un peu tombée très tôt dans l'immuno-hémato, tout ce qui est maladies auto-immunes, hématologie. Et ça m'a permis, puisque j'avais fait aussi des stages avant en pharmacie de ville, et ça m'a confortée dans ce que je voulais faire, qui était vraiment la biologie médicale. Donc, l'option était pareille. Donc, c'est des concours. Par contre, à partir de là, c'est pour faire de la biologie médicale, c'est des concours. Donc, j'ai passé le concours pour rester en Tunisie. Et j'ai passé le concours de faisant fonction d'interne pour venir en France. Ok. Donc encore 2 concours à préparer, à passer. Juste pour info, le concours pour la France, tu le fais en France ou Non, je l'ai fait il y a possibilité de le faire sur place en Tunisie. Je suis allée le faire à Tunis. Donc on remplit un dossier et puis voilà, c'était un concours sur plusieurs matières. Quelle année ? C'est 98. Ok. Et donc, Tunisie ou France ? Tunisie ou France. Tunisie, j'ai pas eu le concours. J'étais pas assez bien. J'ai pas bien travaillé. Je n'ai pas eu le concours. Et ça s'est joué à une place. Donc le cut-off était juste en dessous. J'étais juste en dessous du cut-off. Le seum. Bon, voilà, je dis. Et celui de la France, je l'ai eu. Donc ils en ont pris que 5 à cette année-là. Je faisais partie des 5 qui ont été pris. Je suis rentrée au Maroc quand même, en me disant j'ai le choix, est-ce que je continue ou je reste au Maroc pour exercer ou je peux travailler pour l'industrie pharma. Sachant que si tu restes, ça sera de l'officine. L'officine où on pouvait rejoindre l'industrie pharmaceutique en tant que... Qui était déjà un secteur bien établi au Maroc ? Au Maroc, il y avait déjà il y a plusieurs gros laboratoires qui sont installés au Maroc, donc il y avait cette possibilité-là. Alors, je me rappellerai toujours, on est allé avec mon père pour visiter un local pour une pharmacie. La voiture est tombée en panne en route. La voiture était neuve, elle n'a jamais voulu démarrer. On est rentré, mon père il m'a dit, écoute, je pense que... C'est un signe de Dieu. C'est un signe. Tu vas aller faire des études en France. Waouh, ok. C'est vraiment comme ça. Donc vous avez pris le choix de rester et d'ouvrir une officine. Oui. Vous avez cherché des fonds de commerce. Oui, parce que les fonds, parce que c'est l'investissement aussi. Enfin, il faut trouver l'argent. Et bon, je pense qu'à ce moment-là, je voulais encore aller plus loin. Même si, alors je me rappellerai encore d'un commentaire d'un étudiant le soir où on a reçu nos diplômes. Donc c'est un confrère à ce moment-là. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Je dis, moi, je vais aller faire des études de biologie médicale, je vais faire de la recherche. Je ne sais pas encore, c'est pas très clair dans ma tête, mais je vais aller plus loin et tout. Et là, il me dit, mais tu t'es pas assez amusé comme ça ? Tu veux pas rentrer au Maroc, te marier et faire des enfants ? Ouais. Je dis, puis tu avais l'âge, c'était le bon âge pour faire ça. Sinon après, j'étais... Voilà. Bon, après, voilà. Je rentrais dans ma date de péremption selon ses critères à lui, pas les miens. Donc. Et je me rappelle, j'ai regardé, je me suis dit, mais... Non. Ok. Non. Je vais aller au bout, quoi. Je vais aller au bout. Et donc... Et l'avantage en venant en tant que faisant fonction d'interne, donc bien sûr, je vous évite tout le parcours du combattant, pour le visa, pour les papiers, pour venir en France. Et l'avantage, c'est qu'en tant que faisant fonction d'interne, on est payé. C'est-à-dire qu'on travaille à l'hôpital, donc on a un salaire, c'est-à-dire que je ne dépendais pas de mes parents. Et en même temps j'avais les cours. Ouais. Ce que je pense est assez dur. On y reviendra, mais j'ai eu beaucoup de mal. Okay. Ça a été très très dur parce que travailler à l'hôpital en tant que faisant fonction d'interne, donc on travaille à l'hôpital de 8h à 17h. Tu étais à la PHP à Paris ? Oui, j'ai fait l'Hôtel Dieu en premier. Ensuite on changeait tous les 6 mois, on avait tous les 6 mois on changeait d'hôpital. Plus les cours
plus les examens, plus les gardes. On faisait beaucoup de gardes, parce qu'en plus, pour avoir un peu plus d'argent, on faisait plus de gardes. Donc on était un peu... C'était pas évident. Et ça a été un équilibre très difficile à trouver. Ok. Et déjà, quand tu arrives, est-ce que ça fait le même effet que Maroc-Tunisie, où tu étais un peu plus rodé, tu savais déjà que tu vas avoir les mêmes problèmes, il faut sympathiser avec les gens, il faut gérer l'argent, il faut trouver un appart, il faut toujours avoir des œufs dans le frigo, ou c'était encore une fois un nouvel environnement, c'était plus compliqué, c'est des Français, même si tu parlais déjà français dès ton jeune âge. Alors, c'était pareil et pas pareil. C'est-à-dire que... j'ai été éduquée dans l'amour de la culture française, de la littérature française, de toute l'histoire. Donc c'était, pour moi, venir à Paris, c'était extraordinaire. C'était mon premier voyage à Paris. Donc ça me semblait évident que, je dirais pas que mon destin était à Paris, mais c'était évident. Je me suis battue toute ma vie pour arriver là. Ok. En fait, quand tu étais chez toi, tu savais que cet endroit n'était pas assez grand pour toutes tes ambitions, et il y avait toujours dans un petit coin de ta tête qu'un jour tu seras ailleurs. Par rapport à l'époque, oui. Par rapport à l'époque, oui. Pour moi, c'était... Et puis, mes parents, on a eu des parents qui nous ont toujours... Enfin, nous, on est 3 filles, qui nous ont toujours poussés à faire ce qu'on voulait. Moi, j'ai une sœur qui est architecte, une sœur qui a fait une école de commerce. Donc, personne dans notre famille n'a fait d'études de médecine, de pharma. C'est des milieux... c'est des environnements qu'on ne connaît pas. Et on a vraiment suivi, chacune de nous a suivi ce qu'elle voulait faire. Ouais. Et c'est toujours... Oui, puis il y a peut-être cette image aussi de dire, oui, la France, c'est à la pointe de la science, à la pointe de la médecine, à la pointe... Donc, c'est génial, je vais avoir l'opportunité de rencontrer des professeurs, des grands noms de la science que j'admirais de loin. Et ça, je l'ai eu. C'est-à-dire que pendant mes cours, me dire « Ah oui, lui, c'est le professeur qui a fait la classification de telle pathologie. » Tu étais vraiment passionné, en fait, par la biologie. C'est toujours, hein, je dis c'est toujours. Immuno-hémato. Et donc, tu fais dans un service d'immuno aussi, tu le fais ? Oui, j'ai fait en immuno, j'ai fait en hémato surtout à Robert Debré, en pédiatrie. Et où c'était génial. Enfin, voilà, ce que je disais, je carburais au café pour travailler la nuit, mais c'était... Et aussi très stressant, parce qu'on devait rendre des résultats d'analyse, des tests pour la prise en charge de patients. Ce niveau de stress était quand même assez lourd. Et aussi, j'ai commencé à me rendre compte, puisqu'en plus de la science et tout, qu'il y avait 2 poids 2 mesures, qu'en étant avec ce diplôme étranger, ce statut de faisant fonction d'interne, j'étais pas interne, mais faisant fonction d'interne, j'avais les responsabilités puisque je pouvais valider des résultats d'analyse de typage, pour sélectionner un donneur de moelle, enfin je dis n'importe quoi, mais j'avais pas ni le salaire ni la responsabilité. Donc ça c'est une grosse arnaque. Enfin, c'est un gros mot, mais ça existe toujours. Oui. C'est injuste quand même. C'est très injuste. Faisant fonction d'interne. Et il y a aussi faisant fonction de médecin. Oui, c'est ça. Et qui sont aussi des médecins tout aussi qualifiés, mais moins bien payés. Et donc il y a eu je pense cette surcharge de travail, cette injustice et puis à un moment j'ai eu un flash, enfin je sais pas comment le dire, je me voyais pas, je travaillais sur une paillasse et je me voyais pas vieillir à l'hôpital. Je me suis dit non, je continue pas comme ça avec des contrats tous les 6 mois. En fait, t'avais ressenti un sentiment d'un... Je me suis dit non. C'est où là, je prends le choix de rentrer au Maroc. Bon, c'est pas grave, j'aurais pas mon diplôme de biologiste, mais j'aurais eu une expérience de 4 ans qui me permettra de voir ce que je vais faire quand je rentrerai au Maroc. Et en discutant, parce que je travaillais au laboratoire, donc on avait des fournisseurs d'appareils, tous les gros appareils, je discutais avec des personnes. Bon, en fait, c'est ça. On peut s'arrêter et dire, je jette l'éponge et je rentre chez moi. Enfin, ça reste... Voilà. Ou j'explore. J'ouvre out of the box. Enfin, je suis toujours... Allez, on va trouver autre chose. Trouvons autre chose.
Mais je attends, discute. juste, je te coupe, excuse-moi. Est-ce que ce sentiment-là de vouloir arrêter, est-ce qu'il est venu du fait que c'est le poids et de mesure dont tu parles, de faisant fonction d'internes, et que en face, à côté, tu avais des vrais internes qui étaient beaucoup plus confortables dans leur fonction, ou c'est plus, tu ne voyais plus du tout faire ça? Parce que c'est important quand même de le relever, parce que peut-être s'il n'y avait pas cette mesure... Je pense que s'il n'y avait pas cette mesure, j'aurais pu envisager une carrière à l'hôpital. Ok. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être dans une impasse. Je travaille même plus parce que justement, ce besoin de montrer qu'on vaut, même si nos diplômes, même si le diplôme n'est pas reconnu, ça reste un diplôme puisque la faculté de Monastir est quand même l'une des plus élitistes, pas dans le sens élitiste, mais dans le sens charge de travail, notes, et elle était en partenariat quand même avec d'autres facultés, où il y avait des profs qui venaient d'un peu partout dans le monde pour nous donner des cours. Et avec la réalité où j'avais pas la même valeur, pas le même salaire, pas la même reconnaissance et pas les mêmes perspectives. C'est réellement injuste en fait. Moi, je me suis retrouvée je me rappelle, j'ai fait un stage de 6 mois à un hôpital que je ne citerai pas, mais c'était la Tour de Babel. Il y avait toutes les nationalités en dehors de la communauté européenne parce que c'était des diplômes plus rentables. C'était plus rentable pour 2 médecins ou même 3. Je n'ai pas de notion de salaire à ce moment-là. Et c'était la Tour de Babel. C'était extraordinaire. Tu sais qui, derrière cette mesure-là, d'un point de vue politique, c'est arrivé en quelle année, en fait parce que là, ça date, on est dans le début des années 2000. Oui, on est sur 2000. Ça n'a toujours pas changé. Ça n'a toujours pas changé. Et puis, c'est ce qui permet à certains hôpitaux de tourner financièrement. Ouais. Bon. La qualité des soins n'est pas... Si on ne pouvait pas faire ce qu'on fait, je pense qu'on ne nous donnerait pas les autorisations pour valider, pour soigner des patients, pour en voir, pour faire des prélèvements. Oui. C'est complètement... Donc, bon. Ok. Et donc, je me suis dit... Alors, c'est la charge de travail, plus l'absence de perspective, plus cette injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Je me suis dit, alors, ou je me bats contre le système, je reste à l'hôpital, mais j'essaie de faire changer les choses. Mais on ne pouvait pas c'est un mastodonte. C'est une volonté politique derrière, surtout. Qui, moi, à mon niveau, pour changer ça? Je suis bon, ça ne me convient plus. Il faut que je trouve une autre opportunité. Et donc, le out of the box, c'était quoi pour toi? Mais je me suis dit, il y a une société qui nous fournit des appareils pour faire les tests. C'est une boîte américaine. Je suis bon, why not? Et donc, en discutant, la personne m'a dit, oui, mais alors, comme tu n'as aucune expérience du privé, ça peut être intéressant de faire au moins une petite formation sur tout ce qui est marketing, contrôle de gestion, quelque chose comme ça. Donc, je suis allée me trouver un petit école de commerce. Un petit master dans une petite école. Enfin, petite école, le Paul Léonard de Vinci, quand même. Ouais. Mes parents m'ont suivi là-dessus. Sachant que tu étais déjà une bonne vingtaine à ce moment-là. Oui, j'avais 25, 26 ans. 26 pas marié, ans, surtout. Pas marié, surtout. Toujours pas marié, toujours au grand désespoir. Pas celui de mes parents, mais... Et du coup, j'ai fait ce master qui était en 1 an, donc ça m'a permis 6 mois de cours et puis 6 mois de stage dans une société qui faisait des outils CRM pour la pharma. Outils CRM. C'est des outils de suivi des ventes. Le CRM, comme le Salesforce. Salesforce, équivalent. Et j'avais envoyé 300 CV pour un stage. 300 CV. Wow. Sur mes 300 CV, je voyais alors tout le monde à côté, tous les autres qui étaient, je n'aime pas utiliser ce mot, mais qui n'étaient pas d'origine maghrébine, avaient trouvé un stage au bout de 2 CV. Waouh, combien? 2? Au bout de 2-3 CV avaient leur stage. C'était juste un stage de fin d'études, un stage de 6 mois. Beaucoup ont fait plutôt un stage photocopie, mais bon. Donc au bout de 300 CV... Il y a un truc qui va pas. Où je ne sais pas écrire un CV, alors qu'on était accompagnés pour écrire le CV. J'ai eu 2 réponses. Une négative, comment quelqu'un a eu la gentillesse de me répondre pour me dire non.
et une réponse positive pour cette société de CRM. Donc, je les ai rejoints. Ben là, c'est clairement, tu sais toi-même que c'est clairement à cause de ton prénom et du fait que ton diplôme est tunisien. Alors, je vais le dire, c'est la première fois où je me suis dit, j'ai pas toutes les bonnes cartes de mon côté. Hein. Okay. Je coche pas toutes les bonnes cases. Okay. Femme maghrébine, je pense que là, j'avais j'avais le duo gagnant. Mais j'ai pas voulu réfléchir dans ce sens. Parce que je pense que... En fait, tu te dis, il y a sûrement quelqu'un qui est plus élevé que ça. Voilà, je me dis, je ne veux pas rentrer, ouais. je ne veux pas c'est pas que je ne l'ai pas ignoré, hein, je sais que ça existe, je sais. Mais je me suis dit, je ne veux pas. J'ai bossé, j'ai un diplôme, voilà, je veux juste que quelqu'un me donne cette chance. Et c'est cette entreprise qui m'a donné cette chance, donc je les ai rejoints en tant que stagiaire. Ils m'ont gardé ensuite en tant que CDI. J'étais chef de projet déploiement d'outils. Donc j'ai découvert les logiciels, j'ai découvert ce que c'est qu'un développeur. Ouais. J'ai été ravie parce que je pouvais rencontrer des clients et c'était ça qui me manquait à l'hôpital. En fait, le fait d'être dans un laboratoire toute la journée, à ne voir personne, j'avais besoin de ce contact humain. J'ai commencé à voyager, je faisais des formations. Donc la première fois où j'ai dû faire des formations devant des gens, c'est hyper stressant parce que je suis, dis-moi, la pauvre minette de 27 ans qui explique, c'était des délégués commerciaux, donc des gens qui avaient du terrain, leur expliquer comment utiliser leur outil. Et c'était c'est très formateur. Donc c'est une boîte qui fait quoi? Qui fait des outils de diagnostic là c'était donc à la fin de mon stage, de mes études, j'ai fait ce stage dans cette société qui fait des outils de CRM, donc de gestion client, de base client, de vente pour l'industrie pharma. Donc ça m'a permis, comme mon CV était rejeté, n'était même pas considéré, on va dire. Ça m'a permis par un moyen détourné, d'approcher le monde de l'industrie pharmaceutique. Donc, je suis restée, je pense, 3-4 ans. Et c'était une TPE. Hein, on était même pas mais là, du coup, tu t'es éloigné un peu de la science parce que tu les formes un peu sur comment gérer un outil technologique. On est dans la tech. Tu formes, ça change complètement de ton métier de rêve. Ça a totalement changé de mon métier de rêve, mais en même temps, j'ai découvert un autre métier qui n'était pas non plus... Qui n'était pas si mal que ça. Pas si mal que ça, de découvrir des outils logiciels, de connaître aussi le fonctionnement dans le privé. Parce que venant de l'hôpital, pour être honnête, je n'avais aucune notion de ce que c'est qu'un budget, faire un budget... les timelines, on travaillait dans l'urgence, on recevait le prélèvement, on devait travailler sur le prélèvement, rendre un résultat au médecin. Je ne me suis jamais inquiétée de combien ça coûte. Donc là, le fait aussi de commencer, ce que c'est qu'un client, ce que c'est qu'avoir un interlocuteur, un donneur d'ordre, un manager, tout simplement, le fonctionnement d'une entreprise, le fonctionnement à l'hôpital n'est pas celui dans le public, n'est pas celui dans le privé. Donc ça a été un mal pour un bien. Enfin, j'aime même pas utiliser ce terme mal. Je me dis, bon, ça a été une opportunité pour moi de graviter quand même autour du monde de la pharma, mais sans cette pression, puisque j'étais chef de projet junior. Bon. Ouais, mais là où ce qui m'intéresse, c'est de savoir... tu étais une passionnée de base de ton sujet, qui est la science, l'immunologie, l'hématologie, qui sont la science, donc respectivement de système immunitaire, et l'hématologie, c'est la science des cellules sanguines. Est-ce que quand tu te retrouves dans une fonction qui est complètement... pas complètement, parce que tu restes quand même dans l'univers, mais ton quotidien change, tu te dis pas, mais en fait, je suis passé à côté. Moi, je te parle de ça parce que moi, je l'ai vécu. Mais moi, j'avais un parcours scientifique, mais j'aimais pas autant que toi la science, finalement. Enfin, je me suis rendu compte que c'est pas ma place, le laboratoire. Et donc, j'ai été très, très heureux de découvrir autre chose par la suite. Toi, comment tu as vécu ça? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu un autre déclic qui te disait, en fait, il faudrait que tu te retournes, tu trouves un autre moyen de repartir dans la science?
Alors, j'avoue que à ce moment-là, j'étais quand même assez fatiguée de l'hôpital. Ok. Donc ça me faisait du bien aussi de découvrir intellectuellement autre chose. Ok. C'est-à-dire que c'était un apprentissage, tout était nouveau. Mm. Tout était totalement nouveau et je me suis rendu compte. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'ai besoin de nouveautés de temps en temps. Mm. Dans mon cerveau qui a besoin de... La routine m'ennuie. La routine, Ouais. il faut du changement. J'ai changé de pays, j'ai changé 3 fois de pays. Donc pour moi, c'était... Tu te détaches et puis c'était c'est pas voilà. grave. Et puis, ce que je dis aux gens, c'est... C'est à vous de faire ce qu'on vous donne, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez toujours râler et puis bon, laisser tomber. Vous pouvez tirer le maximum. Moi, j'en ai tiré un maximum puisque ça m'a permis d'apprendre l'informatique aussi, parce que je n'étais pas très non plus, c'était pas mon cœur de métier. Donc, j'ai découvert l'informatique. J'ai découvert aussi comment échanger avec un client, comment comprendre et deviner ce que l'autre attend d'une société, les rouages, la hiérarchie, le fonctionnement du management, beaucoup de choses que je ne connaissais pas, puisque bon, les études de pharmacie ne nous préparent pas à cet univers-là. L'hôpital non plus, puisqu'on a notre chef qui est notre chef de service, et puis bon, après le reste. Et donc ça, c'était assez formateur. Mais voilà, l'appel de la science est revenu assez vite. La preuve, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et j'ai commencé à renvoyer mes CV. Alors. Allez, encore 300, d'autres 600. Non, j'ai un peu plus ciblé, parce que je me suis rappelé... Ouais. Parce que je me suis rappelé de l'entreprise qui nous fournissait nos appareils quand j'étais à l'hôpital. Donc, je les ai contactés, puisque j'ai recontacté la personne en disant, ben voilà, tu m'as conseillé de pousser un peu plus ma formation. Ouais. Et donc, ça n'a pas été totalement sa société, ça a été leurs concurrents qui m'ont contacté. Et je me rappelle encore, j'ai passé mes premiers entretiens. Je ne savais même pas ce que je devais raconter. Bon, heureusement, j'avais eu ma formation au pôle Léonard de Vinci, où ils nous accompagnaient aussi pour comment passer un entretien, beaucoup de choses. Et ça s'est fait. Alors, et ça a été le retour à la science en hématologie. Et donc, on est où là? Quelle boîte? Quelle année? C'était, alors, je ne me rappelle plus de l'année. Ouais. Donc, c'était Beckman Coulter. Ah oui, je connais. Américain aussi. Américain. Donc là, j'ai découvert l'univers américain aussi, de travailler dans une entreprise américaine. Je serai toujours reconnaissante à l'équipe qui m'a fait confiance, parce que c'était un produit qui était une idée dans la tête de 3 scientifiques. Le projet était écrit sur du paperboard et il fallait tout faire. Il y avait tout à faire. Donc c'était extrêmement formateur pour toi. On est sur un produit qui n'est pas un médicament? Non, c'est des outils c'est du diagnostic in vitro pour diagnostiquer différemment certaines leucémies. Enfin, bon, c'est vendu à l'hôpital. C'est à l'hôpital et vendu aussi, installé dans la cible était aussi les laboratoires privés, laboratoires de ville pour les gros groupements. Donc j'ai pu faire de la science en étant chef de produit. Donc c'était bon. Et c'était extraordinaire parce que je retournais revoir des médecins, justement ces médecins qui avaient... Donc il fallait faire tous les essais, faire tous les tests. Il fallait convaincre en interne, convaincre en externe. J'allais dans les congrès, je présentais à des médecins. Je me suis vraiment... Ça a été passionnant. Puis au fur et à mesure, comme ça, on était une petite équipe de 6. On nous a donné feu vert pour tout développer. Donc j'ai travaillé sur le marquage CE avec les équipes, le marquage CE. J'ai appris à installer des appareils. J'ai appris à remplir des appels d'offres. Donc c'est complètement un autre univers. Et j'ai découvert aussi une autre façon de travailler qui est à l'américaine. C'est vrai que c'est totalement différent, les Américains. Pas ton diplôme. C'est pas tes qui origines. tu es, en fait. C'est qui tu es. Ouais. Est-ce que si on te donne... est-ce que tu vas au bout? Si tu es convaincu, je me retrouvais à... Bon, pareil, la première fois, je suis allée aux États-Unis. Parce que je suis allée aux États-Unis, parce que je devais présenter le produit à des big boss qui m'ont écouté. C'était complètement... parce qu'au début, je demandais à mon manager, en disant, écoute, si tu veux y aller, moi... Non, est-ce que tu as ressenti que pour une fois, on n'a pas vu... on n'a pas regardé ton prénom, on n'a pas regardé tes origines? Rien du tout. C'était vraiment, tu délivres, tu as.
Il a fallu Je que l'ai ce soit. reconnu. Donc en fait, après, j'ai évolué très très vite parce que j'avais la France, j'étais responsable de la France. Donc une fois que ce produit a eu son autorisation de mise sur le marché, enfin son marquage CE et qu'on pouvait le commercialiser, on m'a élargi ma responsabilité à d'autres pays. J'étais la référente pour l'Europe. Donc dès qu'il y avait un marché qui était intéressé par ça, c'était moi qui allais présenter aux médecins. C'était vraiment Et il y avait un investissement aussi dans ma formation. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est l'expérience qui a boosté ta carrière? Ah oui, Ok. largement. Mais j'avais gardé il faut que je travaille plus. Il faut que je travaille plus que les autres. Encore. Il faut que je travaille plus que les autres. Parce que j'étais dans un environnement aussi... Alors, moi, j'avais la chance d'être pharmacienne dans un environnement où c'était surtout un milieu d'ingénieurs. Donc, il fallait que je comprenne aussi. Donc, au début, il faisait semblant, c'était gentil. Mais il essayait de noyer le poisson en me disant « Oui, mais tu vois, le laser et tout. » Donc, je lisais tout le manuel d'utilisation. Je lisais tout en fait, là, tu te fous de moi. C'est pas un laser, là. Il faut parler vraiment... Ça va, il faut juste le tourner et c'est bon. Mais les gens c'était des passionnés. Ouais. C'est l'avantage. C'est des gens passionnés. C'est des gens... c'était une boîte où les gens étaient là depuis 30 ans, depuis toujours. Donc, c'était vraiment ce côté investi dans une boîte, enfin, ce côté appartenance à une communauté et à une boîte. Et là où je me suis dit, j'ai bien fait de m'accrocher, c'est quand on a eu un lancement de produit et qu'on a été tous invités à Miami, en plus, qui est exactement comme je la voyais dans Deux flics à Miami. Donc, ça, c'est... Mais à un moment, je me rappelle encore, on avait un pot d'arrivée, à l'américaine. Il n'y a que les Américains qui savent recevoir les gens. Et bon, ça reste un gros... Et où je me suis dit, mais en fait, j'ai bien fait de ne pas lâcher. Et là, il y a eu des détours, il y a eu des accidents, mais j'y suis. Tu as ressenti un sentiment de fierté. Et je ne dois rien je ne dois rien à personne, dans le sens où je n'avais pas le bon diplôme, j'avais pas tous les codes, puisque les codes des entreprises, on ne les a pas. Personnellement, je ne les avais pas. J'avais pas le réseau. Il faut s'accrocher. Il ne faut pas lâcher. Ouais, c'est une bonne leçon, finalement. Et c'est là, je me rappelle, un soir à Miami, je me suis dit, oui, j'y suis. J'ai bien fait. C'est le rêve américain. C'est pas seulement le rêve français. Maintenant, je suis même aux États-Unis. Je vais être honnête, je suis allée demander un visa parce que je n'avais pas encore la nationalité française. Et je suis allée demander mon visa aux États-Unis, pour les États-Unis, pour ce voyage. Justement, c'est la première fois. Et je me suis dit, ça va être... J'avais le souvenir du visa pour la France. Des 300 CV. Des 300. Je me suis dit, ça va être un cauchemar, le visa. Ça a duré 1 heure. La personne, elle m'a dit, vous travaillez pour la recherche médicale. Vous êtes une femme diplômée. On t'a reconnu pour ta valeur, en fait, enfin. Vous êtes diplômée, vous travaillez pour la recherche, vous travaillez pour la lutte contre le cancer. Ok, on vous donne un visa de 10 ans. Wow. À quel moment Et pourquoi il y a cette grande différence entre la conception anglo-saxonne, qui a ses qualités, ses défauts, et pourquoi ne pas, qui considère plus la personne plutôt que de fait de dire, voilà, tout le monde, de mettre tout le monde, au lieu de considérer l'individu, considérer juste une communauté, un groupe. Une origine. Et, très intéressant. Et je trouve que, bon, malheureusement, on verra comment vont évoluer les choses, heureusement. Mais ça a été pour moi un soulagement de me dire, j'y suis arrivée. Enfin, je ne dis pas que j'ai réussi. Enfin, voilà, la réussite, c'est autre chose, c'est beaucoup plus large. Pour ton expérience, mais ton âge. Moi, j'y suis arrivée à peine un peu plus de 30 ans. Je suis responsable d'une gamme très importante qui représente un pourcentage non négligeable du chiffre d'affaires de l'entreprise. Je suis la référente Europe. Je voyage un peu partout. Bon, après, c'était très compliqué, parce que je venais d'avoir ma fille, qui a à ce moment-là, tu t'es mariée. 14 ans. Attends, je me suis mariée. On a loupé le truc. On l'a loupé, cet épisode. Ouais, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Et j'ai eu bon, après Miami et tout, j'ai eu une petite fille qui maintenant a 14 ans, qui s'appelle Jasmine. Yasmine. En honneur de la Tunisie. Qui s'appelle Yasmine.
Et c'était, pareil, donc je me retrouve dans... J'ai des déplacements, donc j'avais des déplacements quotidiens. Je refusais, je ne voulais plus partir la veille, passer la nuit et rentrer le soir. Donc je partais très très tôt le matin quand ça m'arrivait d'aller je suis allée à Rome. J'ai fait Rome en sortant à 4 heures du matin et je mettais un point d'honneur à être à 19 heures à la maison. Donc au bout d'un moment... Elle a eu marre. C'est-à-dire que je n'ai pas baissé la vitesse parce que je voulais plus. Je voulais. J'avais toujours ce côté. Il faut que je monte. Il faut que je réussisse. Il faut que j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit de lâcher. J'ai pas le droit. Il faut que j'aille. Je continue. Ce côté perfectionniste. Et ça a coïncidé avec l'arrivée d'un changement de management et d'organisation dans l'entreprise. Je me suis retrouvée avec un manager, je dis pas toxique, parce que bon, c'est un peu... Mais ça n'allait pas, et j'ai craqué. J'ai fait un burn-out, et je me suis dit non. Donc là, j'ai arrêté pendant... Alors pareil, burn-out, j'ai eu un super suivi, je serai toujours reconnaissante au médecin qui m'a suivie. Et elle était étonnée, elle me dit « Mais vous avez repris très vite ». Je dis « Mais moi, il faut que ça aille vite ». C'est-à-dire que je suis tombée, je remonte. Je reprends, je ne refais pas les mêmes erreurs. Donc après, j'ai continué chez Beckman encore pendant 1 an, mais c'était plus comme avant. Donc. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu tires comme leçon? Parce que ça, c'est une question d'Emma. En plus, elle m'a demandé, tu me la poses à Mounia, s'il te plaît. Elle m'a dit, comment tu gères le stress à un moment atteint ce niveau-là? Es-tu une femme, mère de famille? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour que ça ne se reproduise plus, ce burn-out, par exemple? Alors, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Mais je dis, il faut au moins prendre un peu de temps pour soi. Même un quart d'heure. Mais vraiment que pour soi. On ne fait rien. On n'est pas en train de planifier la sortie scolaire. On n'est pas en train d'organiser qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Mais vraiment retrouver ses passions à soi. C'est important, ok. Sa passion. Moi, c'est ma passion. En plus de la science, ça a été la lecture. Et je ne lisais plus. J'avais plus le temps. Enfin, je n'arrivais plus à me concentrer. Donc, prendre ce temps ou juste aller prendre un café, le énième café en terrasse, vraiment faire des activités qui... Il faut le mettre dans ton agenda, quoi. Voilà. C'est l'heure du café, c'est tant pis les autres réunions. Et même, après, même pendant la journée, quand je sens... Voilà, on a toujours des coups de stress. Quand je sens le stress qui monte, je sors là où je suis, je sors du bâtiment, je vais au café en face. Je vais prendre un café et je reviens. C'est-à-dire que c'est ce moment, pouvoir et couper. Se connecter à soi, Se connecter en fait. à soi et se déconnecter aussi. C'est-à-dire que, voilà, si quelque chose n'est pas fait le vendredi soir, c'est pas parce qu'on le fait le samedi que ça changera quelque chose. Ça attendra lundi. Voilà, mais c'est un état d'esprit, c'est aussi une façon de se dire, ce côté perfectionniste, ce côté, il faut que j'y... Bon, voilà, c'est pas fait, c'est pas grave. Enfin, mais pour arriver à cet état de dire, c'est pas fait, c'est pas grave, ce n'est pas évident. Et savoir aussi prioriser. Mais si on n'est pas accompagné dans l'entreprise qui nous aide à prioriser, on ne peut pas. On ne le fera pas pour nous. On le fera pas pour... Enfin, c'est un échange. Et le stress et le burn-out, ce n'est pas la personne, c'est le système, c'est l'entreprise. Une personne qui se retrouve en burn-out, c'est une personne qui est plus qu'investie dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que... Après, c'est un sujet. Je viens de discuter aussi avec Thierry, qui est mon manager sur ce point-là. Et je pense qu'en fait, ce système-là, moi, j'ai inclus dedans la formation. Des fois, on n'est pas formé, on n'est pas fait pour faire le travail qu'on fait, mais c'est juste que on est matrixé. C'est pas le cas pour toi, parce que tu es passionné par la science, tu le savais, c'était clair. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent par défaut dans des voies. Ils font jamais le point dessus, et donc, à un moment, ça coince. Mais en tout cas, Emma, tu as ta réponse. Il faut jamais négliger tes cours de Zumba, parce qu'elle fait des cours de Zumba le mardi soir. Moi, maintenant, après, j'ai trouvé... Voilà, je fais plein de cours ou de danse, ou de boxe, ou de sport, où je vais courir. Enfin, bon, courir, c'est pas ma passion, donc j'ai laissé tomber très vite. Il faut chercher. Il faut trouver des moments pour soi. Des moments pour soi. Et ce que j'ai appris aussi... voilà. Donc après... Attends, Mounia, juste avant la phase d'après, moi, ce qui m'intéresse, là, si jamais il y a un auditeur qui est en étude de pharma,
Pour moi, en fait, la pharma, ça finit toujours dans l'industrie du médicament. Toi, tu étais en train de raconter une très belle expérience dans l'industrie du diagnostic in vitro, chef de produit. En plus, c'est un poste qui se trouve beaucoup dans le médicament. Est-ce que tu conseilles, tu encourages les gens à y aller Oui. dans ce secteur? Je trouve c'est un secteur qui complètement qui je trouve qui est pas valorisé pendant les études de pharma. C'est l'impression que j'ai aussi. J'ai découverte vraiment a posteriori, alors qu'il y a de la recherche. Ça accompagne des études cliniques pour des médicaments, puisque maintenant il y a les compagnons diagnostiques, les outils. C'est dans tous les hôpitaux. Il y a des appareils. Enfin, tous ces appareils sont basés sur la science, sur des études, et on a besoin de scientifiques. Ils ont leur place. Ils ont besoin de scientifiques pour justement, parce que les interlocuteurs sont des médecins ou des biologistes. Donc il faut garder le même niveau finalement qu'on a dans la pharma. Et c'est une voie qu'on ne connaît pas. Donc il y a une partie, parce que c'est des appareils, enfin, voilà, il y a beaucoup d'ingénieurs. C'est un milieu où il y a beaucoup d'ingénieurs, parce qu'il y a cette maîtrise des appareils. Mais on apporte ce côté scientifique, ce côté comment simplifier. Parce que j'ai aussi, ce qui est génial, c'est que comme j'ai appris dans mon expérience précédente à parler à des développeurs, j'ai appris à parler à des ingénieurs. Ouais. Donc c'est aussi de s'adapter. Alors on a cette chance, moi je trouve que le fait de venir d'autres cultures, de changer de pays, de parler plusieurs langues, on a cette capacité à raisonner différemment, à essayer de comprendre l'autre, à s'adapter, qui est une force. C'est-à-dire que rien n'est une certitude. On a nos certitudes, mais on a aussi cette capacité qui je trouve, est extraordinaire de s'adapter, de se mettre au niveau de notre interlocuteur, d'essayer de comprendre ses motivations et de traduire aussi ce que les gens essaient de dire, d'essayer de comprendre leur message. Et c'est une sensibilité qu'il faut vraiment cultiver parce que c'est un point fort. C'est vrai. Et puis, je pense, comme tu dis, c'est une richesse d'être dans un environnement où il n'y a pas que des pharmaciens. Tu vois, dans l'industrie pharma, il n'y a que des pharmaciens ou des PhD. Là, comme tu dis, il y a des ingénieurs, des développeurs. Ça ne peut qu'être une richesse. Et j'imagine que, moi, l'impression que j'avais, que c'était très attaché à tout ce qui est consommable. Mais en fait, non, on peut trouver des produits super innovants, très stimulants scientifiquement. Très stimulants. Et puis, il y a tout ce qui est imagerie médicale aussi. C'est tout un univers qui est extraordinaire. Je pense que... Enfin, moi, ma frustration, c'est que si ça tenait qu'à moi, je changerais. Tu reviendras là-dedans. C'est que j'irais explorer aussi d'autres univers et d'autres façons de réfléchir plutôt que... Après, c'est le défaut de mon éducation. Hein. Merci papa, merci maman. C'est qu'il faut s'ouvrir à l'autre et au contraire aller chercher la différence pour grandir. C'est important. Mais ça, même si on n'est pas éduqué forcément à notre jeune âge, ça peut être un moment, ça peut nous arriver plus tard. Ok, et donc Beckman Coulter, ça s'arrête. Oui, parce qu'il y a eu un fonds d'investissement, la vie d'une entreprise. Bon, j'ai renvoyé mon CV. Beaucoup moins de CV cette fois-ci. Hein. Là, on commence à avoir une carrière. Donc, ça commence à être un peu moins. Et donc, j'ai rejoint... j'ai eu la chance. Alors, c'est pareil. J'ai eu un premier entretien pour BMS. Donc, c'était BMS. Ils ne m'ont pas prise. BMS, qui est une boîte américaine de fabrication de médicaments, industrie pharma, pure et dure, mais toujours américaine. Donc, j'avais passé des entretiens. J'ai passé toute une série. Puis ils m'ont dit, non, finalement, on préfère un autre profil. Et puis 7 mois après, ils me recontactent en disant, mais on a gardé votre CV, mais on a pensé à vous pour un autre poste. Ok, qui était quoi? Tu avais postulé pourquoi, toi, à la base? Alors, au début, j'avais postulé pour chef de produit. Parce que pour moi, c'est pareil, il y a très peu... Je connaissais très peu les différents postes. Donc je me suis dit, je suis chef de produit, un poste de chef de produit, donc ça va être une continuité avec une dimension un peu plus médicaments. C'était en hémato, donc c'était assez... pour moi, c'était le plus facile dans ce cas-là. Je changeais d'industrie, mais je gardais quand même quelque chose que je maîtrisais. Et donc j'ai été contactée pour ce qui s'appelait à l'époque, c'est un poste qui n'existe plus, mais c'était responsable relations externes. Changement total d'univers, de fonction, puisqu'il fallait... Bon, c'était toujours quand même la science. Il fallait monter des opérations scientifiques, de ce qu'on appelle maintenant des stand-alone, des journées avec des médecins où il y avait des présentations scientifiques. Donc, il fallait monter ce type d'opération, développer du matériel pour que les médecins expliquent la maladie à des patients.
C'est un peu le poste de MSL aujourd'hui. Oui, il y avait le MSL, mais là, c'était un peu plus à la carte. Ok. Enfin, on était un peu plus en hémato. Mm. Donc, c'était génial parce que j'ai découvert ce que c'était la différence entre promotionnel et non promotionnel. Hein, déjà, ça, c'était un grand moment pour moi de découvrir une autre façon de travailler. Aussi. Ouais, on s'arrête là-dessus pour les auditeurs qui ne comprennent pas. Tu dis que là, on te fait comprendre ce que c'est le promotionnel et non promotionnel. C'est fait au fait que dans le médicament, c'est pas comme dans le diagnostic in vitro, c'est-à-dire qu'on vend des produits à des patients et on n'a pas le droit de dire tout. Ça peut être considéré comme du promotionnel. Voilà, il y a il y a plusieurs fonctions. Donc, il y a l'équipe médicale qui s'occupe d'informer sur le médicament ou sur la maladie, d'informer, d'éduquer. Et puis, il y a la partie commerciale, marketing. Hein, je schématise, mais qui est plus dans la promotion. Et pour faire de la promotion, il faut que ça soit vraiment dans l'indication pour laquelle le médicament a son autorisation de vente et de mise sur le marché. Donc moi, j'étais sur la partie non promotionnelle. Donc ça a été aussi de découvrir une façon de parler, un langage. C'est très, très codifié, des codes qui sont différents, des fonctions qui sont différentes. J'ai découvert justement le MSL qui est sur le terrain, le medical advisor, le directeur médical. Donc j'ai découvert... ça a structuré ma façon de travailler. Ça a vraiment... et le fait d'être dans une entreprise quand même qui est une très grande entreprise, hein, Bristol Myers Squibb. Donc ça a permis aussi de découvrir une structure, comment les formations obligatoires, enfin, beaucoup de choses. Ouais, okay. Et j'apportais, moi, l'avantage, c'est que comme c'était en hémato, j'apportais mon expertise d'hématologie d'un point de vue diagnostic in vitro, puisque ils voulaient faire le lien avec les biologistes en hématologie. Donc, voilà, c'était gagnant-gagnant. Okay. Donc là, tu es mariée. Oui. Tu postules, moins de 300. Ouais. Enfin, on rappelle que maintenant, tu t'appelles Mounia Yadini Foukar. Est-ce que ça a joué un rôle là-dedans? Le Foukar en plus. Oui, mais j'étais Mounia quand même. Hein. Donc, je restais Mounia. Hein. Donc, je pense que le fait de rester dans une boîte d'être dans une boîte américaine, parce que le management, voilà. Et j'ai découvert aussi, et ça, c'est pas extraordinaire, c'est au contraire, c'est que dans l'industrie pharma, il y a beaucoup de médecins, pharmaciens étrangers qui ont des postes clés, des postes à responsabilité. Ouais. Le directeur médical de l'époque était français. Je pense qu'il était algérien aussi. Donc ça permettait... il y avait plus de facilité. Plus de facilité. Et c'est quelqu'un qui avait une vision à ce moment-là et qui a créé le poste. Donc, voilà. Il voulait que quelqu'un gère les publications scientifiques pour la France. Ah, ok. Donc, c'est lui qui a eu cette idée. Enfin, bon, c'était aussi en accord avec, je pense, avec les US, hein, qui a eu cette idée. Et en discutant avec lui, il dit « Mounia, voilà, je veux mettre en place un poste responsable publication scientifique. » C'est le poste pour lequel on t'a appelé la deuxième fois? Non, la deuxième fois, c'était pour responsable relations externes. Okay. Et dans l'entreprise, donc chez BMS, il y a eu cette création de poste. Okay. Et il est venu te parler en disant... Voilà, je trouvais, il m'a dit, mais tu en as fait? Jamais. Ça t'intéresse? Oui. Bon, moi, on me dit, c'est nouveau, j'en ai jamais fait, j'y vais. Hein. Voilà, je dois aimer les missions impossibles. Et donc, il a fallu tout reconstruire. Pour moi, découvrir un nouveau métier. Je continue quand même à faire de la science parce qu'il fallait lire les articles, lire les résultats des études cliniques, travailler avec les médecins. Enfin, bon. On est dans le cœur de la science, mais pas au labo. On est dans un bureau et on lit les articles, on essaie de comprendre. Beaucoup de directeurs médicaux qui étaient médecins, maghrébins. À ton avis, pourquoi en fait, qu'est-ce qui fait que dans la pharma, on trouve beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, moi je le vois, c'est un vrai constat. Pourquoi on a beaucoup de médecins maghrébins dans l'industrie pharma? Est-ce qu'ils ne veulent pas faire médecine? Est-ce que... Non, mais ils sont déjà médecins. Donc, mais après, est-ce que ce n'est pas cette histoire justement de diplôme hors communauté européenne? Qui est toujours valable. Ouais. C'est des profils, et puis c'est des profils qui sont précieux. Hein. C'est des gens qui sont surdiplômés, qui sont brillants, qui travaillent, qui... Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas... Et je pense que c'est des gens qui apportent vraiment quelque chose une grande valeur, laboratoire, une grande valeur. Hein. Et ok, et donc on crée le poste finalement. On crée le poste. Je me dis, allez,
j'y vais. Qui s'appelle Publication Manager. C'était Publication Manager pour la France. Et il a fallu... J'ai découvert un métier. Et je dirais même ça a été une révélation, parce que c'était en même temps... c'est très codifié, mais en même temps, on gardait cette liberté d'interprétation. Enfin, je ne dis pas qu'on a une liberté d'interprétation, mais on a ce contact avec les médecins, cette rigueur scientifique et avec des délais. Il y a des coups de stress, souvent. J'ai découvert... Et ce qui était bien aussi, c'est qu'en étant chez BMS, il y avait tout un processus de formation et d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mentorat. J'avais quelqu'un aux US qui m'accompagnait, qui m'a expliqué le métier. Parce que ça existait déjà, c'était bien établi aux US. C'était aux US, c'était géré au global, donc ils voulaient qu'il y ait une force de frappe dans les pays. Donc, mais le poste même de Publication Manager, c'était quelque chose de bien établi aux US. Aux US, ok, et donc tu vas, tu te dis, comme tu as dit tout à l'heure, nouvelle opportunité, nouvelle aventure, on y va à fond. On y va à fond. Tu crées une équipe à ce moment-là? Non, j'étais toute seule. J'étais j'avais un manager, j'étais dans l'équipe Infomed, donc information médicale. Donc c'est une entité qui répond aux demandes des patients, des médecins et tout. Et en même temps, j'étais dans cette équipe-là, comme ça, comme j'avais plusieurs indications. Donc c'était plus simple que je sois dans cette équipe-là. Ok. Comment tu dis créer ce métier en étudiant en pharmacie, Publication Manager? Ça consiste à faire quoi quotidiennement? Ça consiste à mettre en place d'abord, en discutant avec des gens, en discutant avec les directeurs médicaux, avec parfois la recherche et développement, de connaître par étude quand les résultats seront disponibles et de mettre en place une stratégie de publication. À quel congrès les résultats seront présentés, quand est-ce que le manuscrit doit être publié, parce qu'il y a des règles, il y a aussi des besoins. Il y aura une pression de la part des pays qui, pour communiquer sur un médicament, ont besoin que ça soit publié. C'est-à-dire la règle, ce que je dis, n'est pas publié, ça n'existe pas. C'est-à-dire tant que les résultats ne sont pas publiés, on ne peut pas les utiliser pour communiquer auprès des médecins. Et le plus tôt on publie, le plus tôt ces données arrivent aux médecins, le plus tôt les médecins seront capables de prendre des décisions pour leurs patients. Donc c'était important de publier avant de dire quoi que ce soit à un médecin qui est dans son cabinet. Ok. Et comment tu vois l'évolution de ce métier aujourd'hui avec l'évolution de l'industrie pharma qui va plus vers une médecine plus personnalisée, des médicaments à très haute valeur ajoutée qui coûtent hyper cher, l'onco, donc toi tu es en oncologie en plus, est-ce que c'est un métier qui a de l'avenir? Toujours, ça a toujours de l'avenir. Alors après se pose la question par rapport à l'intelligence artificielle, comment on se positionne, mais il y a tellement de volets à explorer. La stratégie, c'est vraiment beaucoup de stratégie, parce que c'est de se dire par rapport à la concurrence, par rapport au délai, par rapport au congrès, par rapport aux besoins des pays, par rapport au dossier de remboursement, quand est-ce que ce manuscrit doit sortir, quand est-ce que je dois présenter à tel congrès, gérer l'humain. Il y a beaucoup de gestion d'humain. On est à la frontière entre l'interne, une pression qui vient de l'interne, parce qu'on est les gardiens aussi que ça soit toujours fair and balance, que ce soit juste, qu'on présente les résultats tels qu'ils sont, qu'ils soient bons ou mauvais. Un résultat négatif aussi, c'est quelque chose qui fait avancer la science. Et par rapport à l'extérieur, les agences qui nous accompagnent dans tout ce qui est écriture des manuscrits, et aussi avec les médecins qui ont aussi leur vision, qui ont aussi leur emploi du temps. Il faut être aussi assez patient et tenace, parce que certains médecins, évidemment, les médecins ont beaucoup de choses à gérer, et parfois ils vous oublient, ils ne vous répondent pas, c'est rien de personnel, mais ils ne répondent pas, et on ne peut pas avancer parfois sans avoir le retour de ces médecins. Et ce qui est génial, c'est qu'on apprend toujours. On découvre des façons de voir. Chaque projet est différent. Pourtant, c'est toujours le même. C'est un manuscrit. Mais chaque projet est différent. Chaque projet, humainement, est différent. Et ce que je dis, c'est parfois, j'ai plein d'amis. J'ai plein d'amis, parce que pour moi, c'est les médecins que je n'ai jamais vus, mais avec qui je travaille depuis 5 ans, sur l'écriture d'un manuscrit. Mais ils ne m'ont jamais vu, je ne les ai jamais vus. Mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec eux sur un projet. Et finalement, est-ce qu'il y a une dimension patient là-dedans? Est-ce que tu sens que tu es proche du patient?
parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans une carrière de pharmacien ou en industrie ou ailleurs. Ils cherchent à peu près ce côté utilité, ce côté finalement servir les patients. Est-ce qu'on y est là-dessus dans ce poste? Alors, sur certains projets, on travaille un peu avec des patients. Mais je vais être aussi très honnête sur cette fonction. On est les gens de l'ombre. Hein. On fournit le matériel, on fournit l'information à l'interne et à l'externe. Et c'est eux qui gèrent, c'est eux qui utilisent ces données pour gérer leurs patients, pour prendre des décisions. On est vraiment dans l'ombre. C'est pas le métier où on est sur au contact, où on est sur le devant de la scène. Mon nom ne sera jamais en tant qu'auteur cité en tant qu'auteur. C'est un choix aussi. Hein. Mais il y a beaucoup d'interactions avec les médecins. Il y a beaucoup d'interactions et il faut aussi que l'entreprise dans laquelle on est soit consciente, enfin accompagne aussi ce besoin aussi de science pour les responsables publications. Parce que si on n'a pas la science, on ne peut pas tirer le maximum des données qu'on a et accompagner, être de bons conseils pour les médecins. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la gestion de projet. Hein. Je peux dire, je commence le projet, je le finis. Il faut que ça suive au niveau création de données, génération de analyse. Je n'ai pas la science infuse. Hein. On a des directeurs médicaux, des medical advisors, c'est leur responsabilité. Mais l'avantage, c'est que on se nourrit aussi de la science ailleurs, de l'extérieur. Ok, et c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, c'est finalement fait pour des gens qui sont passionnés par la science, qui s'intéressent aussi à la publication. Il faut aussi passer beaucoup de temps à lire les publications, analyser, voir ce qui se passe ailleurs. Et ça peut paraître, mais il faut aussi être ouvert sur d'autres choses. Hein. Moi, parfois, je regarde, je dis n'importe quoi, je regarde un documentaire sur Arte, sur quelque chose qui n'a rien à voir, mais je me dis, ah oui, c'est intéressant, je le garde quelque part dans ma tête. Ou je vois un flyer pour une marque autre, je me dis, ça peut être intéressant pour essayer de présenter différemment. Le visuel est très bien parce qu'on fait ce qu'on développe maintenant de plus en plus. C'est des choses, quelque chose un peu plus visuel parce que les médecins n'ont pas le temps de lire 14 pages de résultats. Donc on essaie de faire quelque chose d'un peu, mais qui présente des résultats de façon toujours scientifique, mais qui soit facile à lire. Digestible, Les médecins, maintenant, le nerf de la guerre, c'est vraiment le temps. 2 minutes. Et plus les articles, c'est des gros pavés. Ok. On a fait un bon tour, en fait, sur ce côté pharma. Donc aujourd'hui, on va quand même un peu parler de ton arrivée dans une petite boîte qui n'est pas connue du tout, surtout au Maghreb, qui est Pierre Fabre. Comment tu définis Pierre Fabre, un enfant de 6 ans? Comment tu décris qui ne fait pas encore de produits de cosmétiques sur le visage? Alors, je dirais que la force de Pierre Fabre, c'est justement c'est le côté humain. Vraiment, c'est humainement, c'est vraiment, il y a cette appartenance au sud aussi, à Castres, et cette multitude de produits, mais qui sont tous, il y a vraiment le patient est vraiment au cœur de toutes les préoccupations. Mais que ce soit les produits dermocosmétiques ou les produits en onco, hein, c'est vraiment... et on a l'impression d'être... On se connaît tous. Bon, après, oui, il y a des gens que je ne connais pas vraiment, mais... C'est aussi une boîte qui incarne l'excellence à la française. C'est quoi la marque la plus connue en dermocosmétique, hein? On n'a pas le droit de... Vaut mieux pas le citer. C'est juste pour rapprocher l'image aux gens qui les écoutent, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est très connu en dermocosmétique. Et toi, tu es sur le volet oncologie. Donc là, on est sur les cancers. Et est-ce que tu es donc directeur scientifique? Je suis directrice publication scientifique. Communication scientifique. C'est le plus haut de ce que tu as pu avoir dans ta carrière en termes de... pour le moment, oui. Ok. À ce stade-là, okay. Oui. Mais ça ressemble beaucoup à ce que tu as eu chez BMS. Oui, donc en fait, c'est juste déjà très bien. C'est-à-dire que autant chez BMS, la stratégie venait justement du global et nous, moi à l'échelle locale, donc pour la France, on avait aussi nos propres projets, mais on devait se plier, je dirais, à la stratégie qui venait des US.
Là, je suis au niveau au-dessus, donc c'est à Global. moi de réfléchir à la stratégie et d'accompagner aussi un peu les pays, qui restent très autonomes aussi dans leur stratégie, mais on les accompagne dans comment faire les publications. C'est plus stimulant d'être C'est plus global stimulant. pour ce poste-là ou pour d'ailleurs d'autres postes, chef de produit ou... C'est une autre façon de travailler. Il y a beaucoup plus de stratégie. Mais il y a aussi beaucoup plus d'exécution, il y a beaucoup plus forcément le niveau d'exigence. Enfin, je ne dis pas que l'exigence en local n'était pas... Mais le niveau d'attente et le niveau de stress aussi, du coup, est quand même beaucoup plus important. Ce qui est un peu différent, c'est qu'on reste toujours très high level sur beaucoup de choses. Donc parfois, c'est un peu frustrant de ne pas savoir qu'est-ce qui est fait en local avec ce qu'on a développé. Mais c'est aussi une façon de dire il faut aussi lâcher le bébé et laisser grandir, responsabiliser les gens. Les gens qui sont au local. Ok. Très bien. On a fait un bon tour, Mounia. Super. La suite, ce serait quoi? Est-ce que tu comptes immigrer encore ailleurs? Peut-être un retour au Maroc? Alors, peut-être pas un retour au Maroc, mais je me dis... Ce serait intéressant d'avoir quelque chose avec un pied en France, un pied au Maroc. Surtout avec le développement du Maroc en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui font le retour au pays en ce moment. Ça se développe. Je pense qu'il y a tellement d'opportunités, tellement de choses encore à faire. Et puis là, je suis en train de former à l'intelligence artificielle. Je me forme tout le temps. Dès que je trouve quelque chose qui m'intéresse, qui m'intéresse, qui touche quand même à mon univers, l'univers de la pharma. C'est quelque chose maintenant, on ne peut pas, l'intelligence artificielle, la gestion des données, la data, on ne peut pas s'en passer. Donc, et je n'aime pas quand je ne comprends pas. Donc, Ça prend place chez vous aussi dans la pharma, l'intelligence artificielle, dans les affaires médicales, sur le volet de la publi, vous utilisez l'IA pour publier? Alors pour publier l'IA, non, pas encore. Je pense qu'il y a encore quelques fine-tuning à revoir. On se pose toujours la question de la propriété intellectuelle, des droits de copie. Donc, l'utilisation de l'IA, je pense qu'on ne l'utilise pas encore. Mais ça va venir. Faut pas... Donc, il y a une idée d'un nouveau projet comme ce que tu avais fait avec la publication. Bon, vas-y, on y va. Pourquoi pas? Qui sait? Ok. Bon, à découvrir alors. Moi, ce que je dis, c'est... si je devais donner un conseil aux gens, c'est... il n'est jamais trop tard. Lâchez jamais. Si c'est vraiment ce qui vous tient aux tripes, ne le lâchez pas. Et ce que j'ai appris, et je suis encore en train d'apprendre doucement, et je pense que c'est ce qu'on n'apprend pas pendant nos études scientifiques et tout, c'est de faire savoir ce qu'on fait. Je pense qu'on a tendance à rester... on a cette idée que je travaille, donc mon travail parlera pour moi, mais en fait, non. C'est les codes de la société qui font que on a tous... nous apprend pas à l'école, mais c'est tellement important. À valoriser ce qu'on fait. Et on a tous l'image de quelqu'un au travail qui a fait un projet et il en parle tellement que ça devient le projet du siècle. Je dis, mais j'en ai délivré 100 et personne ne tient compte de cette charge de travail, du travail qui est délivré. Je ne dis pas que personne n'en tient compte, mais on ne sait pas se mettre en avant ou mettre en avant ce qu'on a travaillé. C'est tellement important. Et c'est très important. Et sinon, les langues, au minimum l'anglais. Au minimum l'anglais. Il y a eu un homme sage qui m'a dit une fois, j'ai eu la chance de le croiser très tôt dans mon premier CDI après l'école. Il était en fin de carrière. Il m'a dit, dans l'entreprise, tu as besoin de 3 choses. Et je vais te les citer dans l'ordre de l'importance qui est très important à retenir. Je lui ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, c'est 1, faire savoir. 2, savoir-être. Et 3, savoir-faire. Donc le savoir-faire vient en 3e position. Donc c'est un mec qui avait managé plus de 400 personnes dans une autre boîte et il est en fin de carrière. Il m'a dit surtout, n'oublie pas l'ordre. Oui, et c'est le faire savoir qui pêche chez beaucoup de gens. C'est pas... Et c'est plus les gens performent ou sont à fond passionnés par leur travail, moins ils pensent à faire savoir ce qu'ils font. Et dans le monde de l'entreprise, malheureusement, c'est très important. Malheureusement ou heureusement, c'est pas pour l'instant. Ça dépend. Ça dépend comment est l'entreprise et comment est le management. C'est toujours pareil. Ok. En plus de ça, si tu devrais donner 2 autres qualités pour réussir, ça serait quoi? Là, on en a une qui est faire savoir, toujours. Je dirais la curiosité. Faut être curieux. Faut être curieux. Et si je devais rajouter une 3e, je dirais, et ça c'est grâce à mon mari,
Apprenez à vous défendre. Il faut Ok. vraiment ne pas se laisser faire. C'est pas parce qu'on est une femme, c'est pas parce qu'on est étranger, c'est pas parce qu'on On n'a est pas le bon arabe, diplôme, parce ouais. que peu importe. Il faut savoir se défendre. Il faut rien ne justifie qu'on soit maltraité ou qu'on soit pas traité de la même façon que les autres. Même si ça vaut de travailler 2 fois plus que les autres ou 10 fois, eh ben, il faut le faire. Il faut le faire, mais il faut se défendre. Il ne faut pas se laisser faire. Et les gens n'ont que le pouvoir qu'on veut bien leur donner. Très intéressant, oui. Ok, on n'a pas parlé de ton mari. Tu l'as rencontré comment? Je l'ai rencontré au pôle Léonard de Vinci. Ah, l'école L'école, sur les bancs de l'école. Oh ouais, ok. Bon, finalement, c'était vraiment une bonne chose. Dans un mois, on fête nos 17 ans de mariage. Ok. C'est les noces de... Emma, elle est trop forte là-dedans. Ouais. On demandera à Emma. Ouais. Ok. Rabedo Omlachra, comme on dit en Tunisie. Aïchk. Voilà. Aïchk, en plus, ça, c'est tunisien. T'es vraiment tunisienne. Ah bah, ma mère, elle me dit, à part le passeport, il y a le passeport marocain, le reste, j'étais devenue tunisienne. Hein, ok. Tu sais faire makarouna ça, comme un tunisien? Oui. Tu l'as fait pour ta fille? Oui. Ah, c'est baptisé, c'est bon, elle est tunisienne. Ok, très bien. Merci beaucoup, Mounia. Alors, une dernière question, peut-être que j'ai retenu que tu lis beaucoup. Quel livre tu pourrais nous recommander? Un livre qui t'a beaucoup marqué? Je lis surtout les polars. Hein, donc c'est pas... Polar? C'est quoi les polars? Tout ce qui est policier. Les romans policiers? Les romans policiers. Donc, okay. Je dirais... Moi, j'aime bien tous les Michael Connelly. Hein. Michael Connelly, je ne connais pas. Donc c'est un titre ou c'est un Non, c'est un auteur? Et je dirais... Allez, la blonde en béton. La blonde en béton, ok, bon, on mettra ça. Pour ceux qui sont curieux, justement, on parle de curiosité. Moi, je lis, mais je lis pas beaucoup les romans, encore moins les romans policiers. Mais ok, merci beaucoup. Je trouve que les romans policiers nous permettent de rester en éveil aussi dans notre cerveau. Sur la question de bien se défendre. De se défendre aussi. Hein, donc, Très bien, merci beaucoup Mounia, c'était très sympa, très riche. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui s'intéressent à ce domaine très, très particulier. Pour finir, est-ce qu'on peut te contacter? Donc, je peux mettre dans la description ton LinkedIn. On peut te contacter sur LinkedIn si jamais on a des questions sur cette magnifique carrière. Et reste qu'à vous remercier. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cet épisode, on a fait 1h30. N'hésitez pas à commenter, partager, nous contacter directement, soit moi ou Mounia. Et au plaisir de vous retrouver dans de futurs épisodes de podcast Passeport Talent. À bientôt.